Bonsoir, cauchemar de minuit. Lol, bonsoir chérie. Ouh, c'est quoi cette haleine? T'as encore fait un rim job au chien du voisin? Tu aimes? C'est mon chewing-gum. Plus de lag. Plus de lag? Oui, plus de lag. Mais t'as pris quel goût? Goût nombril? Exactement, mais plus de lag propose 4 parfums supplémentaires. Aisselle CrossFit, bracelet de montre, fumoir et slip de Tecos. Avec plus de lag, t'as une haleine qui me donne plus envie de ken. Enfin libre, Mamour, enfin libre! Oh, tu te dégoûtes tes grands morts. Toi pareil, même sans chewing-gum. Pudlag présente, Tranier raconte, plat chaud et corps froid, à juteuse en brie, partie 1. Nous sommes le 15 septembre 2018, jour de la Saint-Roland. D'ailleurs, n'entendons-nous pas dans le spectacle Chaud Patate de Norbert Tarrer, à la Saint-Roland, dans mon nombril, ça sent le safran? Nous sommes donc le 15 septembre 2018, dans la petite ville de Juteuse-en-Brie, en Seine-et-Marne. Une ville des plus calmes, voire même beaucoup trop calme. Pour information, Juteuse-en-Brie est en conflit ouvert avec la ville d'à côté pour l'organisation de l'attraction principale du coin, le lancer de maïs qui leur passe sous le nez depuis maintenant 7 ans. Ils tentèrent bien d'organiser un concours de crachat de pépins de kiwi, mais l'événement fit un flop. Principalement pour une question de dentition. C'est dire à quel point à Juteuse-en-Brie, on s'y fait chier comme devant le discours d'un gagnant du César du meilleur costume. Ce mardi matin, une habitante de Juteuse-en-Brie, Sylvie Grossemeule, se dirige vers le seul restaurant du coin, le Gras-Yenby Fever, dans lequel elle y travaille depuis maintenant 4 mois. Sylvie a été embauchée en tant que serveuse dans ce restaurant étoilé. Après la fermeture de son magasin, un salon de toilettage pour chiens Sif Toutou, qui fut saccagé par un pitbull qui n'avait pas trop apprécié le coup de rasoir sur son testicule. C'est vrai qu'il y a une technique spéciale pour ces choses-là. Moi, par exemple, je m'étire d'abord le scrotum vers le haut et sur mon sujet, je me rase. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. Ça ne parle qu'aux amateurs. Sylvie ouvre le restaurant avec sa clé. En temps normal, le chef cuisinier, qui est aussi le patron du restaurant, est en train de préparer le repas du midi. Mais quand elle arrive dans la cuisine pour dire bonjour, personne n'est là. Elle appelle donc chez lui. Allô? Allô? Ouais, je t'entends mal. Et toi, tu m'entends? Eh ben, c'est normal parce que je suis pas là. Ben ouais, laisse un message après le bip. Bip. Mais non! C'est encore moi qui ai fait le bip avec ma bouche. Je suis un génie. Vous avez le droit de dire que c'est une messagerie de fils d'up, mais c'est parce que vous n'êtes encore jamais tombé sur celle de Steve, l'ingé son qui enregistre ce podcast. Si tu crois que c'est fini. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de Steve. C'est faux. Laisse-moi un message après le bip. Comme si j'avais pris la mer. Sylvie s'inquiète et fouille un peu partout et voit que les affaires de son patron sont bien là. Elle ouvre la chambre froide et là, stupeur. Accroché entre 2 carcasses de bœuf, un corps sans vie, complètement congelé. Après avoir reconnu son corps grâce à ses grosses ailes tatouées dans le dos et un chapelet tatoué autour du bras, elle est formelle. Ce cadavre est celui de son patron, Cédric Bédikian, le chef étoilé propriétaire du Gras-Yenby Fever. Mais qui est donc Cédric Bédikian? Cédric est né et a grandi dans le 16e arrondissement de Paris, comme ses parents avant lui et comme ses grands-parents. Cédric est tellement parisien qu'il ne fout jamais les pieds au-delà du périph'. Ses parents lui ont fermement interdit de le faire. « Oh non, jure-nous que tu n'iras jamais en dehors de Paris, tu as des dents en bon état, ils vont essayer de te les voler contre des écus pour s'acheter des souliers neufs et des pots de chambre en bon état. » Cédric étant fils unique, il avait été élevé tel un enfant roi, à qui les parents ne disaient jamais non. C'est donc tout naturellement que dès l'âge de 4 ans, il devint un sacré sac à merde. Ne faites pas les choquer, on connaît tous des petits sacs à merde de 4 ans. En général, c'est ceux qui ont les mains qui collent et qui attrapent ton fut en lin blanc et qui te demandent devant tout le monde « Pourquoi ta mère est grosse ?»
À 18 ans, Cédric écumait les boîtes de nuit avec sa gueule d'ange, son t-shirt colvé, sa veste de serveur et ses lunettes Aviator. Il avait les meilleures tables, les meilleures bouteilles et les Huxer des plus belles écoles de Paris. Cédric n'avait pas la moindre passion jusqu'au jour où, en sortant de boîte de nuit, il eut une révélation après avoir goûté un kebab gourmet créé par un fils de pute qui a décidé de rajouter de la mâche et des courgettes dans un kebab et de le vendre 15 € à d'autres fils de pute qui crièrent au génie. Pour Cédric Bédiquian, c'est un choc. Il avait certes l'habitude de répéter très souvent des mots comme wesh, triple pute ou dans les chansons qu'il entendait, mais c'était la première fois qu'il comprenait vraiment le choc des cultures. C'était une révélation pour Cédric. Il venait de trouver sa voie. La cuisine. Après une école de cuisine et 2 ans comme commis dans le restaurant du cousin de longue par alliance consanguine de sa mère, Cédric s'inscrivit à l'émission Top Chef. À la surprise générale, il fut sélectionné par la production. La productrice de l'époque expliqua son choix. « Il nous fallait un beau gosse, un peu gogol. Il fallait que les Français se retrouvent en lui. Après tout, il sent le Axe chocolat et la moulaga. » Depuis cette phrase, la productrice a été décorée chevalier des arts et des lettres. En France, on différencie toujours l'artiste de l'enculé. Lorsque Cédric arriva sur le plateau de Top Chef en hurlant « Salut mes pitchounes !» Stéphane Rothenberg l'a tout de suite prise en grippe. Un beau gosse comme lui et hilarant qui plus est, il n'en fallait pas plus pour Stéphane. En effet, Stéphane décida de tendre un piège à Cédric en proposant de faire dès la première épreuve un plat typique français mais revisité, la blanquette de veau au yaourt. Personne n'était prêt. Stéphane le détestait, enfin selon les dires de Cédric, car Stéphane dira plus tard « Cédric, je n'en avais rien à branler, mon regard est beaucoup plus ténébreux. » Ayant raté sa blanquette dès la première émission, la production lui laissa carte blanche pour se rattraper avec un seul mot d'ordre « fusion ». Cédric, en bon gogol, commença un gâteau en forme de Sangoku, mais fit vite repris. C'est alors que Cédric lança toutes ses forces dans la bataille. Cédric, je vous vois prendre des légumes, de la viande et du blé. Vous partez sur quelle recette, là? En fait, là, je pars sur une fusion des mondes. Je pars sur un éclat de saveur. La farine et les œufs, c'est pour faire ma propre pâte feuilletée. Et la sauce fromagère et les légumes, c'est pour la surprise. Mais là, je suis désolé, j'ai pas trop de temps parce que je dois surveiller ma casserole, en fait. Ça a l'air immonde. Ouais, comme ta mère en legging au silencio. Et il a dit quoi, là? À feu doux, les gars. À feu doux. Au final, 20 minutes plus tard, Cédric avait fini. Quelle ne fut pas la surprise des chefs quand ils découvrirent que Cédric venait de faire un tacos 4 viandes, kebab, cordon bleu, merguez et nuggets. Les juges sont sous le choc. Philippe Etchebest sauta par-dessus la table pour essayer de lui péter la gueule. Tout le monde les sépara, et Stéphane Rothenberg profita de la cohue pour mettre des cocos sur la tête de Cédric, qui fut éliminé pour la simple et bonne raison que faire un tacos à Top Chef, c'est comme faire un Time's Up avec un beg. C'est audacieux, mais qu'est-ce que c'est que cette idée de merde ? Cédric Bédiquian est éliminé dès la première émission et pense retomber dans l'oubli. Mais le soir de la diffusion, Twitter s'emballe et toute la gogolosphère en fait un symbole. L'homme qui avait osé faire un tacos dans Top Chef ? Il n'en fallait pas plus. Tous les fans de tacos et de marwalade en firent la nouvelle star des réseaux sociaux. Son compte Instagram explosa. Ses stories étaient suivies par des millions de Mongols. Salut mes pitchounes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous remercier. Je vous remercierai jamais assez de toute façon parce que là, vous suivez tous et toute ma cuisine. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce que je fais, à suivre mes stories. Et sans vous, je suis rien. Sans vous, je suis rien. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des nudes. Allez, gros bisous à point. Coucou les pitchounes, c'est encore moi, ça va vous? Alors je sais pas où, mais moi faut que je perde un petit peu de ventre là. J'ai un petit bidounou qui a poussé, donc j'ai la solution So Grumps. C'est des plats tout prêts où t'as l'impression de manger du sable. Donc vous utilisez mon code promo CACDUR08. CACDUR08. Allez, je vous laisse, je dois faire une omelette aux têtes brûlées là. Vous voyez cette nouvelle vie de sac à merde. Cédric Bédiquian était devenu le cuisinier star du web, un peu comme Sol Bay, sauf que Cédric n'était suivi que par des gens de télé-réalité et des gogols.
Un buzz pareil, ça ne passe pas inaperçu. C'est donc tout naturellement que 7 à 8 décida de lui accorder une interview peu de temps après l'ouverture de son premier restaurant. Interview dont voici l'extrait. Chef cuisinier incompris de ses pairs, devenu star des réseaux sociaux, beau garçon, timide et attachant, ou attachant, comme il se le fait tatouer sur l'avant-bras, Cédric Bédiguian est un chef écorché vif. Loin du trublion, proche de ses fourneaux et de ses pitchouns, comme il appelle ses followers, nous recevons aujourd'hui Cédric Bédiguian. Cédric, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. En me disant bonjour, vous avez joint vos mains entre elles. Vous êtes bouddhiste ? Non, je suis juste un connard. Cédric, suite à votre succès, vous avez décidé d'ouvrir votre premier restaurant. Oui, effectivement, ça s'appelle Gras & Beef Fever. Moi, je trouve ça génial comme nom parce que ça dit un peu tout. Vous trouvez pas ? Et sinon ? Sinon, j'ai voulu fuir un peu le brouhaha parisien et puis le stress des grandes villes, faire une vraie coupure avec la civilisation, parce que j'ai toujours connu ça, et j'ai ouvert mon restaurant à Juteux-en-Brie, en Seine-et-Marne. Je suis pas mal dépaysé, je vous le cache pas, into the wild, le man. Les critiques ne sont pas très favorables à votre cuisine, si on en croit la carte, les tagliatelles au mafé, le couscous mascarpone ou encore les lasagnes Doritos. Et malgré ça, votre restaurant fonctionne à fond les ballons. Vous avez vu ? Je suis un peu jeune, moi aussi, il y a fond les ballons. Ah donf. Bref, alors oui, comme je l'ai tatoué sur ma gorge, les jaloux sont dans mon rétro et je roule à moto. Ça veut rien dire. J'ai un peu débarqué dans cette ville comme Superman, il n'y avait pas grand-chose ici, voire rien, et je leur ai surtout donné beaucoup d'amour, parce que si on donne pas d'amour, on n'est rien, vous savez. Puis ici, c'est des gens qui n'ont rien, mais un sourire, ça veut un peu tout l'or du monde, quoi, même s'il n'y a que 7 dents. Ils doivent vous remercier tous les jours de faire vivre leur ville, non ? Je sais pas, je comprends pas quand ils me parlent. Il n'y avait pas de restaurant dans le coin ? Je saurais pas bien vous dire, je suis bien passé devant une enseigne, un restaurant un jour, mais ça avait l'air d'être devenu un garage, donc non, je pense pas. Non. 7 jours plus tard, Cédric était retrouvé mort. Qui lui en voulait ? Comment a-t-il été tué ? Pourquoi l'a-t-on tué ? Si Buzz l'éclair pense être un vrai ranger de l'espace, pourquoi arrête-t-il de bouger quand Andy rentre dans sa chambre ? Une partie des réponses vous attendent dans la partie 2. Vous n'allez pas en revenir, les rails. Merci d'avoir écouté le podcast et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, @BenjaminTranier. Surtout si tu t'appelles Joseph et que tu as éteint le feu dans Koh-Lanta. Espèce de génie du mal, va.